Aujourd'hui, je veux vous parler de vos proches, de votre entourage immédiat, de vos amis, de votre famille. Et j'ai intitulé ça Pourquoi vos proches vous découragent d'investir en immobilier et comment on peut réagir à ça. C'est une réalité que j'ai vécue, c'est une réalité que je vois souvent. Donc, soit qu'un conjoint, une conjointe, des amis, des mères, des pères, des frères, des sœurs, des mononcles, qui vont décourager des débutants et même des gens un peu plus avancés à investir en immobilier locatif. Je le dis, si ça ne vous est pas déjà arrivé, ça risque fort probablement de vous arriver. Donc, je vous dis tout de suite, n'écoutez pas votre mère. Donc, bonjour maman, si tu m'écoutes, je prends ton exemple aujourd'hui pour introduire mon cas. Donc, je suis chez ma mère hier, c'est une histoire vraie, et je suis en train de parler de mes projets immobiliers. Donc, évidemment, c'est ma passion, donc j'en parle très souvent. Et à un moment donné, je raconte à ma mère qu'on a mangé avec un nouveau client qui va nous confier des nouveaux immeubles en gestion, parce qu'on est une entreprise de gestion immobilière également, en plus de détenir des immeubles. Et là, ma mère pète sa coche en disant, mais là, ça va faire, vous en avez assez, vous avez assez de travail comme ça, puis quand est-ce que ça va arrêter, puis ça n'a pas de bon sens, que patati, que patata, puis à chaque fois qu'on achète un nouvel immeuble, c'est la même affaire. Mais là, vous ne trouvez pas que vous en avez assez, puis ça suffit, puis les enfants, puis ici, puis le temps, puis qu'est-ce qui se passe ici, puis c'est ça. Et c'est toujours comme ça depuis 15 ans. J'ai appris, moi, à naviguer avec ça, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué et qui veut se lancer en investissement immobilier, il faut être capable de reconnaître qu'est-ce qui cause ça chez notre entourage et pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça et comment vous pouvez vous protéger et surtout comment vous pouvez les aider et où les convaincre parce que ce n'est pas nécessairement notre mission de les convaincre, mais je vous jure que parfois, là, hier, je me suis fâché et je me suis dit non, mais tu peux être encourageante un peu, j'arrive avec des bonnes nouvelles, j'ai des nouveaux clients, ça va faire entrer plus d'argent dans la compagnie de gestion, puis boum, tout de suite, ça tombe sur le côté négatif. Donc, je sais que ce n'était pas pour être négatif, c'était vraiment pour nous protéger. Donc, je veux décortiquer aujourd'hui, j'ai réfléchi à ça. Pourquoi est-ce que nos proches réagissent comme ça par rapport à nos projets d'investissement immobilier? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Steve Forget. J'aide les investisseurs immobiliers qui ont de la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper à faire leur première transaction et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Donc, moi, ça fait déjà 15 ans que je suis en immobilier. Locatif, donc commencer d'un condo, d'un quadruplex, etc., donc de refinancement en refinancement. Aujourd'hui, on possède 105 unités principalement résidentielles, mais peut-être une dizaine d'unités commerciales également, en plus d'avoir une entreprise où on gère 200 logements de plus. Et ça, c'est en forte croissance dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Donc, c'est ce genre de commentaires où nos entourages ne nous appuient pas toujours. C'est une réalité. Moi, ça fait 15 ans que je vis avec ça. Donc, je vous demande de vous préparer si c'est la première fois que vous investissez en immobilier. Et je serais curieux de voir en commentaire si ça vous est déjà arrivé et comment vous réagissez à ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc, j'ai 4 grandes thématiques de pourquoi nos proches réagissent comme ça. Et le premier, souvent, c'est le manque de compréhension face à l'immobilier locatif, face à l'investissement en général dans certains cas. Donc, souvent, nos proches vont avoir une ignorance du marché de l'investissement immobilier, que ce soit locatif ou pas. Ils n'ont peut-être jamais investi en immobilier locatif. Ils ne connaissent pas ça. C'est nouveau pour eux. Donc, ils ne savent pas c'est quoi les avantages et les inconvénients. Donc, bref, ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Je ne veux pas dire que c'est des personnes ignorantes, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais ils ne connaissent pas suffisamment l'investissement immobilier locatif. L'autre chose qu'on entend très souvent, moi, ça fait 15 ans que j'en parle dans mes articles, dans mes vidéos, c'est avoir des idées préconçues. J'ai mis une image de toilette. Hein? On l'entend tout le temps. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être en voyage et qu'il y a une toilette qui va être bloquée? Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire à 3 heures du matin quand ton locataire va avoir perdu ses clés? Ça peut arriver, là, des affaires comme ça. Je ne vais pas mentir en disant qu'on vit dans un pays de licorne rose, mais c'est quand même très rare que ça va arriver. Et donc, les idées préconçues, ben c'est ça. C'est des toilettes bouchées, c'est le fait qu'on va tout le temps être au tribunal, que les locataires, c'est donc compliqué, que les locataires sont donc cochons, c'est tellement... C'est pas vrai, là. 99% du monde, 80% du monde ne sont pas du tout comme ça. Nos clients sont très respectueux, etc. Mais oui, il peut y avoir des petits cas. Une autre grande thématique, c'est ils ont des inquiétudes financières pour nous. Ils ont des risques perçus. Pour eux, on pourrait perdre de l'argent. On pourrait subir des échecs. On pourrait faire faillite. On pourrait se planter dans un projet de flip. Ça se peut que si j'achète un chalet locatif, je ne loue pas au même rythme où je pense que je vais louer. Ça se peut, etc. Donc, ils ont des risques. Donc, un risque, c'est quoi?
c'est une menace qui peut arriver. Donc, il y a une certaine probabilité que ça arrive. Ce n'est pas une certitude. Ça peut arriver, puis quand ça arrive, ça a généralement des conséquences négatives, financières, émotives. Ça pourrait être un risque perçu. Tu vas tout le temps être en train de travailler. Tu as une job qui demande beaucoup de temps. Comment tu vas faire pour aller faire les travaux de réparation, etc. Encore là, ça vient avec le point précédent, souvent de l'ignorance. Donc, il y a plein de stratégies pour s'en sortir. Le deuxième point par rapport aux inquiétudes, c'est par rapport à l'endettement. Bon, c'est d'actualité présentement au moment où j'enregistre ça, mais c'est toujours d'actualité depuis toujours. Donc, il y a certaines personnes qui ne vivent pas bien avec le fait d'avoir des dettes. Puis en immobilier, généralement, on utilise ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, on va utiliser l'argent de la banque, l'argent de partenaires, l'argent de prêteurs privés, l'argent de marge de crédit pour être capable d'acheter, rénover des propriétés. Il y a certaines personnes qui vivent mal avec ça de par peut-être leurs éducations, de par leur culture. Moi, je le vois beaucoup avec une certaine clientèle qui vient me voir en coaching, une certaine clientèle immigrante qui vient de certains pays où le système bancaire n'est peut-être pas solide, n'est peut-être le crédit bancaire n'est pas disponible comme ici et ils ont appris à être excessivement prudents. Donc, moi, je voyage beaucoup en Afrique pour mon travail et souvent, les gens vont construire leur propriété pas à pas sur plusieurs années au gré de leur flux financier qu'ils vont avoir. Ça peut leur prendre des années de se construire une villa ou un appartement ou un petitplex parce qu'ils ne vont pas y aller avec l'endettement. Donc, ils vont vraiment payer eux-mêmes à même leur salaire. Donc, quand on arrive ici, on est dans un système différent. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des peurs comme ça parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et vos proches peuvent aussi faire de la projection de leurs propres peurs, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de vous transférer à vous les peurs qu'ils ont eux-mêmes parce que, par exemple, ils ont subi des échecs dans le passé. Ils ont peut-être déjà eu une maison locative en 1993 ou en 2007 et le locataire a détruit une partie du logement ou le locataire a été 4 mois sans payer. Et là, ils vont généraliser. Donc, les locataires, c'est compliqué, ça ne paye pas, c'est du trouble. Bon, c'est pas parce que ça s'est mal passé avec ton locataire que ça va nécessairement se mal passer avec tous les locataires. Okay? Donc, ils vont souvent faire la projection de ce qu'ils ont entendu dans des émissions de télévision ou dans des articles de journaux. Il y avait une émission, c'était Proprio en difficulté ou quelque chose comme ça, où on voyait uniquement des cas extrêmement difficiles. Bon, mais c'est sûr que quelqu'un qui écoute ça a l'impression que tout va mal en immobilier locatif. Incertitude économique. Hein, présentement, ou peut-être qu'en 2008, ou ceux qui étaient là dans les années 90, peuvent ne pas bien vivre avec des incertitudes économiques où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec le taux de chômage, on ne sait pas ce qui va se passer avec le taux d'intérêt. Donc, ils nous projettent des peurs pour nous protéger finalement. Ils veulent nous protéger. Donc, eux, ils ont peur. Donc, nous, on devrait avoir peur. Mais derrière ça, c'est souvent parce qu'ils nous aiment et qu'ils veulent tout simplement pas qu'il nous arrive un malheur. Mon dernier grand bloc, c'est ce que j'appelle des soucis émotionnels. Donc, la peur de l'échec, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc, ils ne veulent pas que ça nous affecte émotivement. Ils ne veulent pas qu'on se sente mal si jamais notre projet ne se déroule pas comme prévu. Le deuxième point, ça pourrait être purement de la jalousie ou de la compétitivité. Donc là, ça, c'est peut-être plus auprès d'amis, auprès frères, sœurs, etc. Moi, je n'ai jamais vécu ça, mais quelqu'un qui, lui, dit « Moi, je n'ai pas réussi », puis il nous écoute parler de nos projets, puis sans même s'en rendre compte, c'est pas volontaire, mais il va nous faire des commentaires pour essayer de nous décourager. Donc, lui, ça n'a pas fonctionné, ou il aurait aimé ça faire ça, mais il n'a pas été capable de le faire, il ne savait pas comment s'en sortir. Donc, nous, ça ne devrait pas plus fonctionner. Donc, les gens veulent qu'on reste à leur niveau également. Et le troisième point, moi, ça, j'ai vu ça souvent, confort avec le statu quo. Écoute, tu es bien, là. Tu as un travail, un petit travail, tu as du temps, tu as des semaines de vacances, tu as tout le temps avec tes enfants. Donc, bouge pas de ton quotidien, change rien parce que d'un coup que quelque chose change. T'sais, change pas parce que d'un coup que ça change et que tu n'aimes pas ça. Donc, il y en a qui sont comme ça. Hein. Moi, des gens qui gagnent qui travaillent au salaire minimum et qui vont se faire dire par leur famille. J'ai déjà vu un ami là, qui se fait dire par sa mère, mais oui, mais tu as un salaire, c'est stable, c'est assuré, tu es capable de faire tes paiements d'auto, ça ne coûte pas cher ton appartement. Pourquoi tu changerais de job? Il pourrait t'arriver quelque... Imaginez-vous quand on arrive en disant que je veux m'acheter un 6 logements ou un 12 logements, comment ces personnes-là peuvent paniquer parce que eux, là, le statu quo, c'est très, très rassurant. Comment on répond à ça? À quelqu'un qui nous fait ce genre de commentaires-là. Mais pour mes 4 grands blocs, je vais avoir des petits exemples. Donc, pour le premier bloc, qui était le manque de compréhension,
on pourrait partager des ressources éducatives. Partager une ressource éducative, ça pourrait être de partager des livres sur l'investissement immobilier. Il y en a plein. Allez voir les livres de Jacques Lépine, d'Yvan Cournoyer, de Ghislain Larochelle, des livres sur le terrain, etc. Vous le donnez soit subtilement à Noël ou vous leur dites, écoute, je veux que tu lises ça, prends ça à tête reposée pour comprendre ce que je fais, ce que je veux faire, puis ça va décortiquer les choses. Puis comme ça ne vient pas de nous, ça vient de quelqu'un d'autre qui est peut-être une sommité, ils l'ont peut-être déjà vu à la télé ou dans le journal, peut-être que le message va passer un petit peu mieux. Vous pourriez leur envoyer peut-être des liens sur des blogs, sur de la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, en passant, vous pouvez vous abonner, des articles de blog, etc., qui va leur expliquer ce que vous allez faire. Utilisez des exemples concrets. Donc, un exemple concret d'un immeuble que vous avez acheté, que vous avez peut-être optimisé, que vous avez fait un profit lors du refinancement, que vous avez récupéré vos billes, ou un exemple d'un autre ami. Donc, bref, montrez-leur des petits exemples, des petites études de cas, d'exemples à succès pour les rassurer. Puis des fois, ça va même créer un déclic chez eux qui vont dire, c'est le fun, finalement, ce qu'il fait, moi j'embarque et je l'appuie là-dedans. Troisième point, décomposer la complexité. Vous allez il y a des termes qu'on va utiliser sans s'en rendre compte en immobilier. Quand on parle d'effet de levier, moi, puis probablement qu'une bonne partie de mon auditoire comprend qu'est-ce que ça veut dire l'effet de levier. Peut-être que votre mère, elle ne comprend pas. Peut-être que votre oncle, il ne comprend pas. L'endettement, l'optimisation. Là, on ne rentre pas dans la technicalité, mais il y a un jargon qu'on va essayer de décomplexifier pour leur rendre ça facile et simple à comprendre pour diminuer leur peur et leur crainte envers vous. Par rapport aux inquiétudes financières, démontrez-leur que ce soit, par exemple, votre conjointe, souvent, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter qui me disent ma blonde, elle ne me suit pas, mon chum ne me suit pas, moi, je veux y aller, mais elle a peur, mais elle veut rester avec une maison très classique. Moi, je voudrais m'en aller dans un plex, puis elle a peur que ça nous coûte cher. Donc, dans le cas financier, montrez-leur votre plan. Ayez un plan solide, ayez réfléchi. D'où vient la mise de fonds, comment vous allez vous en sortir, où vont venir les prêts, faites-leur des projections financières de flux monétaires, etc. Démontrez-leur des stratégies de sortie. Si jamais votre projet ne tourne pas comme vous pensez, souvent dans un projet de flip ou dans un projet d'optimisation d'un plex ou d'un immeuble à revenus, c'est quoi vos stratégies de sortie? C'est quoi vos plans A, B, C, D? Si jamais vous ne revendez pas au prix que vous vous attendez et que vous n'avez fait pas un profit suffisant, est-ce que vous pouvez louer la propriété? Vous pouvez revendre la propriété sans faire de profit. Vous pourriez trouver des partenaires. Donc, c'est quoi les stratégies que vous avez, A, B, C, D? Admettons que vous allez avec un prêteur privé. Comment vous allez faire dans un an lors du refinancement si votre financement n'est pas assez élevé pour rembourser le prêteur privé? Ou comment vous allez faire pour faire ça? Donc, il faut avoir réfléchi un peu à l'avance. De un, c'est une bonne chose de le faire, pas juste pour rassurer vos proches, pour vous-même, mais également, ça peut rassurer vos proches ou vos partenaires. Et leur expliquer la notion de risque. J'ai mis des dés. Un risque ou une menace, là, quand tantôt je disais, c'est une possibilité qu'un événement survienne, mais il y a peut-être juste il y a peut-être juste 5 % de probabilité qu'un événement survienne et que l'impact sera peut-être minime. Oui, ça se peut qu'une toilette déborde. Les probabilités qu'une toilette déborde dans un quadruplex. Dans mes 15 dernières années, si je prends mon premier quadruplex, ça ne m'est jamais arrivé. Okay, donc, c'est probablement moins de 10 % que vous ayez eu une toilette qui va déborder une année donnée. Et si jamais ça déborde, c'est quoi la conséquence? Ça va vous coûter un frais de plombier, peut-être un nouveau plancher, mais ça ne va pas vous ruiner et vous coûter 300 000 $. Donc, la notion de risque, il y a toujours le côté probabilité et le côté impact. C'est un fois l'autre, hein? Donc, qui donne le degré d'importance du risque. Donc, il faut leur dire à un moment donné, là, ce que tu es en train de m'expliquer, là, j'ai peut-être juste 20 % des chances que ça m'arrive, ça va peut-être me coûter 300 $. Donc, ce n'est pas un risque qui est très, très important. Donc, dans certains cas, il faut les rassurer par rapport à ce volet-là. Par rapport à la projection de leur propre peur, faites la distinction des expériences. Donc, ce n'est pas parce que ça s'est mal passé pour mon oncle Roger dans son triplex en 2007. Il ne s'était pas formé, il avait acheté sans faire d'inspection, il a pris n'importe quel locataire sans faire d'enquête de prélocation. Et moi, qui est formé, qui a fait faire mes inspections, qui a suivi des cours en gestion immobilière, je fais des enquêtes approfondies, côté Donc, on fait des distinctions. Pourquoi lui, ça n'a pas marché? Pourquoi moi, je pense que ça va marcher? Qu'est-ce qui est différent entre tel projet et tel projet? Donc, ça peut également les rassurer. Ils vont voir que vous avez bien fait votre travail. Démontrez-leur la perspective historique du marché
immobilier, surtout du marché immobilier locatif. Donc, prenez pas juste la perspective là, 2022, 2023, 2024, etc., mais prenez une perspective depuis 15, 20, 30 ans, depuis les années 80, montrez-leur des graphiques, la résilience du marché. Oui, il y a des petites vagues, là. Ça se peut que ça baisse, là. Et après ça, ça repart, là, ça peut stagner, mais des effondrements au Canada, c'est assez rare que c'est arrivé, voire jamais, là, à part dans certaines villes où il y a des soubresauts comme Toronto et Vancouver un petit peu plus élevés. On verra ici ce qui se passe dans le futur. Je ne suis pas un devin, mais de façon historique, quand on regarde sur une perspective de long terme, on leur explique ça. On leur démontre également des statistiques à la limite de l'immigration dans les prochaines années, puis d'augmentation de la population qui est projetée d'ici 2060 dans votre ville ou dans votre MRC. Tapez ça sur Google, généralement perspective démographique. Vous allez voir, à peu près toutes les villes ont ça. Ça a été fait par la Statistique Canada. Et ben, s'il y a de plus en plus de monde, c'est-à-dire de plus en plus de monde vont être capables de se loger, donc ça peut les rassurer également sur ce que vous faites. Et il faut avoir un contrôle sur le narratif. Donc, différentes époques, différents problèmes économiques vont avoir des solutions différentes. Donc, dans les années 90, il y a eu des années où ça n'allait pas bien l'immobilier. Après ça, on a eu des belles années. Là, on est dans une autre situation. Donc, chaque période économique va être différente et il faut être capable de garder le contrôle sur le narratif et en mettant en perspective, que je viens de dire peut-être, par rapport à la démographie, le développement économique de nos villes, etc. Donc, ne vous laissez pas abattre par votre entourage. Je vous le dis, c'est normal qu'ils se soucient de vous. Ils vous aiment souvent, j'espère. Ils ne veulent pas qu'il vous arrive rien de mal, autant au niveau émotionnel qu'au niveau financier. Ils veulent vous protéger et souvent leur façon de faire, ça va être de vous décourager dans vos projets d'investissement immobilier. Soyez-en conscients et allez vous chercher un appui extérieur de gens qui vont peut-être être là pour contrebalancer votre entourage immédiat qui n'est pas toujours en appui. Tant mieux si votre entourage immédiat vous appuie, mais je vous le dis, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive d'avoir quelqu'un qui vous décourage, mais parfois, ça peut être bien parce que ça nous force à réfléchir à notre projet. Ça nous force à voir peut-être avec des yeux différents, parce qu'il ne faut pas tout le temps voir avec des yeux uniquement optimistes, mais quand on voit le côté complètement opposé, bien, peut-être qu'on se dit, il y a peut-être des éléments que je n'ai pas pensé. Y a-t-il des éléments que j'ai oubliés? C'est quoi mon plan B, mon plan C? Est-ce qu'il y a une possibilité que je me plante financièrement? Puis si oui, parce que c'est une possibilité, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir, pour éviter de tout perdre, etc. Donc, parfois, ces réflexions-là, ça nous force, nous, à se trouver nous-mêmes des arguments pour se convaincre que notre projet, il est bon et ou pour répondre à leurs inquiétudes. J'espère que ça va avoir répondu à plusieurs de vos petits soucis. Vous êtes nombreux et nombreuses à répondre à mon questionnaire dans mon groupe Facebook qui s'appelle l'immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement sous cette vidéo-là, que vous soyez dans YouTube ou que vous soyez dans Facebook après la diffusion. Je vous souhaite une très bonne journée.